qu'on est dans un milieu qui est une zone de non-droit, c'est-à-dire que parce qu'on est dans le milieu du sport, finalement on s'autorise un certain nombre de comportements qui portent atteinte en fait aux droits des salariés. On a aussi beaucoup de problèmes de paiement de salaire. Alors des fois c'est plus des primes. Au niveau des joueurs qui sont à l'étranger, c'est souvent des salaires qui ne seront pas payés pendant plusieurs mois. On voit passer malheureusement un certain nombre de cas où pour un mauvais like sur Instagram ou pour avoir porté un mauvais maillot, le club peut mettre fin à ton contrat. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 47e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on reçoit deux juristes de l'UNFP, qui est l'Union nationale des footballeurs professionnels, Laura Grange et Giuliano Rancan. L'été passé, je me suis fait virer de mon club dans des conditions litigieuses. Et c'est là que je suis rentré en contact avec Laura, qui m'a aidé à régler la situation rapidement. Mais John, t'es pas un joueur pro? Non, mais l'UNFP n'est pas là que pour les joueurs professionnels. Donc dans cet épisode, on va parler des missions du syndicat, des litiges sur lesquels les juristes interviennent le plus souvent et bien plus encore. Vous le savez, ce podcast est fait par les joueurs, pour les joueurs, et aujourd'hui on a probablement l'épisode le plus important que j'ai jamais enregistré. Donc comme d'hab, abonnez-vous, mais surtout partagez cet épisode avec des joueurs et des joueuses de votre entourage, peu importe le niveau et peu importe l'âge, parce qu'il y a beaucoup d'informations utiles à prendre. Sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. On a un format particulier aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première fois que je reçois deux personnes en même temps. Donc, on innove aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Laura Grange et Giuliano Rancan, bienvenue au cœur du jeu. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, vous présenter dans un premier temps, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, en 2-3 phrases pour que les gens sachent dans quel type d'épisode ils ont mis les pieds. Je commence. Donc du coup, je m'appelle Laura Grange, je travaille au service juridique de l'UNFP depuis novembre 2019, donc ça va faire bientôt 5 ans. J'ai fait des études de droit. J'ai fait une licence droit, master droit des affaires et master droit du sport. Et en sortie d'études, j'ai postulé à l'UNFP et j'ai été prise du coup avec Giuliano. Ok. Et donc pour ma part, Giuliano Rancan, donc je travaille également avec Laura au département juridique de l'UNFP. Et comme elle, en fait, moi j'ai intégré l'UNFP en décembre 2019. Même parcours, master en droit des affaires et après un master 2 en droit du sport pour justement rejoindre cette spécificité sportive. Et moi j'ai travaillé pendant 4 ans avant en fédération sportive avant de rejoindre donc l'UNFP. Donc les deux, vous avez fait des études en droit. Est-ce qu'au moment de vos études, c'était déjà l'ambition d'être déjà dans le monde du sport, ensuite dans le monde du foot et ensuite dans une association comme l'UNFP? Je sais pas si association c'est le bon mot pour décrire l'UNFP, je pense que c'en est une. Du coup, on parle de syndicat pour nous. Ouais, syndicat, oui. Ouais. Laura, je t'en prie. Ouais, au début, moi, quand j'ai commencé mes études, pas forcément, en fait, c'est au fur et à mesure de ma licence que j'ai eu connaissance qu'il existait des spécialités dans le sport. Moi, de base, j'étais plus attirée, de base, je suis plus dans le basket. C'était plus le basket, voilà. Mais après, très vite, en fait, j'ai su qu'il y avait ces masters, ça m'a très vite intéressée et j'ai très vite voulu en rejoindre un. Moi, c'est vrai que le sujet des salariés, des joueurs m'intéressait plus particulièrement parce que quand on rejoint ces masters, c'est vrai qu'au début, c'est plutôt pour rejoindre un club, pour rejoindre une fédération. Moi, c'était vraiment le sujet salarié, joueur, les intérêts qu'on pouvait défendre, etc., qui m'intéressait. Donc, c'est vrai que quand l'UNFP a mis une annonce et cherchait des juristes, j'ai rapidement postulé parce que c'était de base ce que je voulais faire, quoi. Ok. Et pour ma part, moi c'était plutôt un choix en rentrant justement en master, en études de droit, c'était de pouvoir raccrocher au sport parce que assez rapidement j'avais pu identifier le fait qu'on pouvait concilier les deux, droit et sport. Et moi je suis plutôt du milieu du foot à la base. Donc effectivement, après de pouvoir évoluer dans ce milieu-là, et tu le comprendras un petit peu aussi par la suite, je pense, à travers nos échanges, on est
on est sur un domaine très spécifique en tant que syndicat, avec justement des enjeux très importants à notre sens dans le cadre de la défense des salariés. Et c'est ce qui prend justement et ce qui rend le charme à ce métier-là qu'on a la chance aujourd'hui de faire. Comme je te disais, moi, j'ai fait 4 ans en fédération. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même métier finalement, alors que finalement les études sont les mêmes entre guillemets, mais après derrière sur l'exercice au quotidien, on est vraiment sur des enjeux différents et comme le disait Laura, en fait c'est vraiment la défense des salariés qui est aujourd'hui au cœur de notre activité et qui nous passionne. Ok. Donc les deux vous travaillez à l'UNFP. Je pense que c'est le bon point de départ. Qu'est-ce que l'UNFP? Vas-y Juliano, je te laisse. Ouais. Bah, on va refaire un petit peu d'histoire si tu veux pour te présenter justement et pour comprendre en fait les enjeux et pourquoi on te parle et on va te parler de défense des intérêts des salariés. En fait, l'UNFP, donc c'est un syndicat, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ça a été créé en 1961 par 2 ex-footballeurs, enfin 2 joueurs qui étaient en activité, Eugène Joléa et Juste Fontaine. Et il y avait un juriste, maître Jacques Bertrand. Et pourquoi en fait il y a eu la création de ce syndicat? C'est tout simplement qu'à l'époque, les joueurs en fait étaient engagés par les clubs avec des contrats à vie. Donc en fait, ils étaient engagés toute leur vie au sein de ce club et c'était, il y avait des transferts selon le bon vouloir des clubs. Et c'était simplement si le club accédait ou non à une demande, si les montants correspondaient à ce qu'il souhaitait. Mais à l'intérieur de tout ça, en fait, le joueur n'avait absolument pas son mot à dire. Pas de négo sur la durée du contrat, sur son contenu, pas de possibilité de s'opposer à un transfert, pas de possibilité de négocier son salaire. Donc en fait, tout était à la discrétion vraiment des dirigeants. Donc c'est ça qui en fait a fondé un petit peu l'engagement du syndicat. Et les joueurs avaient besoin d'une structure pour représenter leurs intérêts et combattre justement pour faire évoluer un peu ce système. Et donc, il y a eu cette création du syndicat en 1961. Et après, autre date historique pour le syndicat, c'est en 1969, où justement, à travers un certain nombre de combats, ce contrat à vie a pris fin et a été remplacé par un contrat à durée librement déterminée. Donc là, ça veut dire qu'on déterminait la durée entre les deux parties. Donc, c'était la première grosse victoire pour l'UNFP. Et donc en tant que syndicat, après on en rediscutera, mais le rôle principal du syndicat, c'est de défendre les intérêts de sa corporation, donc nous les joueurs de foot. Et ça aboutit en fait en 1972 à la mise en place d'une convention collective, donc la charte du football qu'on appelle couramment, avec les différentes règles qui s'appliquent, que ce soit sur les salaires, les durées de contrat, etc. Et donc il y a eu la mise en place de cette convention collective donc en 1973, pardon, j'ai dit 72 tout à l'heure, c'était une bêtise. Et de la même manière, en 1995, alors peut-être que tu as entendu parler d'un arrêt qui est pour nous juriste fondateur, c'est l'arrêt Bosman. Oui. C'est un joueur qui évoluait, c'est un joueur belge en fait, et il a été devant les juridictions européennes, en invoquant notamment le droit européen pour dire que les règles un peu qui étaient en vigueur à l'époque portaient atteinte à un certain nombre de principes européens, et notamment au terme de ce contrat, et ça qui a fait évoluer aussi le système du football à ce moment-là, c'est que selon les juges, en fait, le droit européen s'opposait à ce que, premièrement, un paiement soit effectué par le nouvel employeur en fin de contrat à son ancien club. Donc ça veut dire que le joueur qui arrivait en fin de contrat, jusqu'à cette décision-là, le nouvel employeur qui souhaitait le recruter devait payer quand même une somme. Alors qu'aujourd'hui, on sait que voilà, un joueur en fin de contrat, en fait, il n'y a pas d'indemnité de transfert qui sont en jeu. Oui. Donc ça, c'était le premier point. Et l'arrêt Bosman aussi, il nous a dit qu'on ne pouvait pas, en tout cas au niveau du cadre européen, limiter le nombre de joueurs qui sont ressortissants d'un pays européen qui seraient alignés dans une même équipe. Donc ça veut dire que par exemple à l'époque il y avait un nombre limité de joueurs qu'on appelait étrangers, mais aujourd'hui on peut avoir 4 Belges, 5 Français, 6 Italiens dans une équipe, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc en fait ça fait partie des combats qui ont été menés par l'UNFP et à plus grande échelle, on en discutera parce que Laura elle est pas mal là-dessus, par la FIFPro qui est le syndicat international, et nous UNFP on est membre du coup de la FIFPro. Donc voilà un petit peu pour les dates fondatrices.
Pourquoi aujourd'hui le syndicat existe? Parce que malheureusement, et tu le verras à travers nos exemples, on est dans un milieu qui est, euh, comme le dirait notre président Philippe Pia, une zone de non-droit. C'est-à-dire que parce qu'on est dans le milieu du sport, bah, finalement, on s'autorise un certain nombre de comportements qui portent atteinte en fait aux droits des salariés. Nous, avec Laura, notre objectif et les collègues du département, c'est vraiment de remettre du droit au sein de l'activité pour que ces atteintes justement à leurs différents droits, bah, en fait, ne soient plus permises ou en tout cas que ça soit plus considéré comme quelque chose de normal. L'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous. C'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. Ben, la question qui suit, en fait, c'est qui est-ce qui est sous le couvert de l'UNFP? Parce que si je partage un peu mon expérience, moi, je suis pas joueur professionnel. Le podcast que je fais là, bah, j'espère toucher des joueurs qui, si il y a une partie de joueurs qui peuvent être au niveau professionnel et puis bah potentiellement des jeunes qui eux iront toucher ce niveau pro là. Donc eux dans le titre de l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, bah eux ils sont concernés clairement. Donc déjà première question, qui est sous le couvert de l'UNFP? Est-ce que en tant que footballeur professionnel, on est automatiquement sous le couvert de l'UNFP? Et puis je reposerai d'autres questions après. Ça fait déjà 2, c'est déjà bien. Je vais répondre et puis tu me complètes, Juliano. En gros, l'UNFP, donc c'est un syndicat. Donc nous, notre objectif, c'est de représenter les joueurs devant les instances du football et dans les négociations face au club. Mais en fait, pour faire partie de l'UNFP, il faut être adhérent au syndicat. Et là, il y a plusieurs populations d'adhérents, on va dire. Il y a les joueurs professionnels, donc ceux qui ont un contrat pro, qui jouent dans un club pro, donc c'est Ligue 1, Ligue 2 et les clubs de National Pro. Après, il y a les joueurs fédéraux. Donc c'est ceux qui évoluent en national, club amateur, N2, N3, voire R1. C'est possible d'avoir un contrat fédéral en R1. Donc il y a ces possibilités-là. Et il y a aussi les joueurs amateurs qui ont des contrats de travail qui peuvent aussi adhérer à l'UNFP. Il y a les joueurs aussi des centres de formation, les joueurs stagiaires, les joueurs aspirants, les joueurs apprentis. Et il y a aussi les joueuses féminines qui ont un contrat fédéral à temps plein ou à temps partiel. En fait, l'UNFP, c'est vu qu'on est un syndicat, à partir du moment où tu as un contrat de travail, tu peux être adhérent chez nous et nous, on peut t'aider parce qu'on t'aide, si tu veux, en tant que syndicat, on t'aide dans les difficultés que tu peux rencontrer dans ta relation de travail face à ton employeur. Ok. Ah bah déjà, je savais pas qu'il y avait que ça allait aussi loin que ça. Comment on devient adhérent à l'UNFP? Alors, c'est par une cotisation. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit tu adhères directement sur le site internet de l'UNFP. Il y a une rubrique adhésion. Nous, ce que l'UNFP a développé pour pouvoir mobiliser les joueurs et pouvoir être au plus près d'eux, c'est ils ont développé un système de délégués régionaux. Donc, c'est des personnes, des salariés de l'UNFP qui sont implantés en région, qui ont chacun une zone géographique. Donc un certain nombre de clubs, si tu veux, dans leur zone, et ils sont amenés à aller dans ces clubs pour leur expliquer voilà ce que est l'UNFP, etc. et faire adhérer les joueurs. Donc à ce moment-là, ils les font adhérer sur place directement par carte bancaire, etc. Donc ça se passe comme ça. Après donc là on le fait surtout au niveau des clubs pro, donc c'est Ligue 1, Ligue 2, National Pro. Aujourd'hui, les DR, vu qu'ils sont aujourd'hui 5 dans toute la France, ils commencent aussi à aller vers les clubs de national amateur. Ils passent, etc. pour leur expliquer, mais c'est vrai qu'on passe pas à N2, N3 parce qu'il y a trop de clubs. Mais du coup, il y a quand même pas mal de joueurs qui reviennent vers nous, en tout cas vers le service juridique sur les clubs de N2, N3, parce que soit ils ont connu l'UNFP dans leur carrière, soit ils ont connu par des intermédiaires, par des joueurs, etc. Et à ce moment-là, nous, on voit avec eux pour qu'ils adhèrent directement sur le site internet. Ok. Et je précise que c'est la même chose pour les filles, du coup. Alors, les filles, on a pour l'instant un seul DR qui fait la France entière, donc sur les 12 clubs pro, et qui, pareil, passe dans les clubs pour expliquer ce qu'est l'UNFP et de les faire adhérer les faire adhérer au syndicat.
Ok. Et de votre, peut-être qu'on pourra contraster nos ressentis. De votre ressenti, comment est perçu l'UNFP par les joueurs? On va dire, bah, on va parler des acteurs majeurs, par les joueurs et par les clubs, de votre point de vue. Euh, Par les joueurs, bah, je pense que c'est quand même, enfin, je pense qu'on est quand même bien, enfin, il y a quand même un bon ressenti parce qu'on a quand même 80% d'adhérents, 90, pardon, pour cent d'adhérents. Ok. Ah Donc, ouais. les joueurs sont quand même, se mobilisent derrière l'UNFP. Les féminines aussi, ça commence à devenir de plus en plus important. Euh, donc je pense que voilà, ils se rendent compte qu'on peut apporter différents services. Alors des fois, certains n'en voient pas l'utilité, mais quand ils ont un problème, ils sont quand même, enfin, ils se rendent compte qu'il y a quand même l'utilité de venir vers l'UNFP. Mhm. Après, on développera peut-être plus tard, mais du coup, il y a plusieurs services. Il n'y a pas que le service juridique, il y a aussi la reconversion, etc. Enfin, il y a d'autres services. Donc, je pense qu'il y a quand même une image plutôt positive de l'UNFP auprès des joueurs qui chaque année quand même renouvellent leur adhésion. L'idée c'est d'essayer de toujours leur proposer plus, d'être toujours au plus près, d'essayer d'enrichir les services, voilà, de faire de plus en plus d'actions, d'être innovant un petit peu dans ce qu'est le syndicat, parce qu'il existe depuis longtemps, donc il faut être aussi novateur. Ouais. Euh, donc voilà par rapport aux joueurs, je dirais ça. Je sais pas Juliano si tu vois d'autres choses. Ouais, non, pour compléter simplement, en fait, l'intérêt aussi du syndicat, comme le disait Laura, parfois à titre individuel, on se rend pas compte de l'intérêt que peut avoir le syndicat parce qu'on n'est pas directement confronté à une problématique en particulier. Mhm. Et c'est tout l'intérêt en fait du syndicat, c'est de représenter aussi la voix des joueurs et des joueuses qui, pour certains, ne pourraient pas ou n'auraient pas la force de s'exprimer. Et donc on en reviendra un petit peu après, mais sur par exemple tout ce qui est mise à l'écart, etc. C'est vrai que c'est des choses qui sont vécues par les joueurs et qui sont traumatisantes pour certains, euh, avec la difficulté, parce qu'ils sont dans un lien contractuel avec un contrat de travail en cours, de le dénoncer. Et donc c'est nous, en tant que syndicat, de porter la voix collective des joueurs et de dire, voilà, même si toi, joueur de Ligue 1, tu n'es pas concerné par cette pratique-là directement parce que tu joues tous les matchs, regarde ce que ton collègue d'un club de Ligue 1 aussi peut subir au quotidien. Et notre force, c'est de pouvoir amener tous ces joueurs-là à avoir une position commune, parce que encore une fois, nous le syndicat, au sein du comité directeur, donc qui est l'organe qui va prendre les décisions, c'est principalement des joueurs qui sont en activité aujourd'hui. D'accord. Ouais, donc en fait, il y a un comité directeur avec des joueuses en activité, des joueurs en activité, des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Ligue 2, et c'est ce qui fait la force aussi du syndicat, c'est que quand on prend une position, on le prend à travers des joueurs qui sont directement concernés par ces problématiques-là, pardon. Non. Et donc Mhm. après, par rapport à la deuxième partie de ta question, nous on représente les intérêts des joueurs, donc forcément parfois ça coïncide pas toujours avec les intérêts des Des clubs. clubs, et donc ça peut un peu frictionner, mais c'est aussi notre rôle en tant que syndicat. Et ils ont un syndicat aussi, les clubs, et pour faire évoluer la charte du football, qui est notre convention collective, c'est une discussion, une négociation collective qui s'enclenche entre les représentants des joueurs, des représentants des clubs, et donc c'est tout l'enjeu aussi du milieu syndical où finalement, donc Laura disait 90% d'adhérence, qui est un chiffre qui peut impressionner par rapport à d'autres secteurs d'activité où il n'y a pas Ouais. ces chiffres-là. Mais tu vois, tu as les syndicats CGT, CFDT de salariés, et en face, tu as les syndicats d'employeurs. Donc finalement, c'est cette représentation qui est assez commune, et donc forcément avec des intérêts qui sont divergents selon les problématiques. D'accord. 90% d'adhérence, c'est bien. C'est beaucoup. Cette adhésion, je sais pas si là on peut en parler, elle coûte combien à l'année? Ça dépend le statut du joueur en fait. Ça D'accord. dépend la division surtout. Donc Ligue 1, je crois que de mémoire c'est 290 € à l'année. Ok. Ligue 2 c'est 250. Faudrait que je recheck les chiffres, mais je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Et après national c'est 150. D'accord. Ok. Il y a aussi une autre partie qu'on n'a pas évoquée dans les adhésions, c'est les joueurs français qui évoluent à l'étranger.
qui Ok. du coup peuvent aussi adhérer à l'UNFP parce que du coup on aide pas mal de joueurs qui étaient en France et qui sont partis, alors soit qui étaient de nationalité française, soit qui sont venus jouer en France et ensuite qui sont partis à l'étranger et qui rencontrent des problématiques de salaire, des salaires impayés, etc. Dans des pays où il n'y a pas toujours de syndicats, où c'est pas toujours évident non plus, enfin les droits des joueurs est pas toujours très bien représentés. Donc nous on peut les accompagner juridiquement dans les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir. D'accord. Ok. Non. Bah là, l'épisode, il prend tout son sens déjà parce que là, c'est mon ressenti de joueur. Il y a un peu des fois, en tant que joueur salarié, on a l'impression, bah, on connaît tous des joueurs qui ont vécu des situations difficiles où, voilà, ça s'est pas trop bien passé avec des clubs. Et je pense que peut-être, c'est peut-être moins le cas au niveau professionnel, mais je sais qu'à nos niveaux, il y a un peu ce sentiment d'être livré à soi-même. On se dit, il y a personne qui peut nous aider. Et puis moi, c'était pour ça que je voulais faire cet épisode-là, parce que Laura, on s'était parlé l'été passé, quand moi j'avais eu un problème avec mon club. Et puis, bah, le but, en fait, c'est de mettre en avant le syndicat, parce qu'au final, il y a cette entité-là qui est présente pour défendre les intérêts des joueurs. Et, bah, j'ai envie de dire, à partir du moment où on en a entendu parler et qu'on décide de l'ignorer, bah là, ça devient un choix plutôt que le fait plutôt que la position de base où on se sentait vraiment livré à soi-même. Donc, si on rentre un peu plus si on rentre un peu plus dans ce que vous faites au quotidien, parce que vous intervenez au niveau légal, en tant que juriste, quand est-ce qu'on fait appel à vous, grosso modo? C'est un peu ça la question, et puis je vous laisse partir de là. J'imagine que c'est pas dans les situations les plus joyeuses. Même que quand les gars Non. ont des augmentations, ils appellent pas pour dire juste pour partager la bonne nouvelle. Mais on va peut-être commencer, Laura, tu vas présenter, mais parce qu'en fait, on a une structuration au sein du département juridique qui fait Ok. on intervient sur différentes situations et différents pôles. D'accord. Donc, si tu veux, on va présenter un petit peu justement cette structuration-là pour que tu aies un peu de visibilité sur Oui, les situations, et ça répondra en partie justement à ta question. à la question. Parfait. Je commence du coup. Donc le service juridique du coup c'est composé déjà on est 5 juristes permanents et on est 2 apprentis juristes. On a un directeur de service, une autre collègue qui est juriste comme nous et un autre collègue qui est chargé de mission juridique, qui est un ancien joueur et qui fait souvent le lien entre le terrain et nous. Et cette année, on a 2 apprentis juristes qui ont rejoint l'équipe. Donc on est une équipe quand même de 7 salariés. On a le service s'organise autour de 4 pôles. Donc moi je vais te présenter les 2 premiers, Juliano te présentera les 2 derniers. Donc le premier pôle c'est le pôle élection. En fait, si tu veux, en tant que syndicat, on est amené en fait à aller dans les clubs pour mettre en place les élections professionnelles, le CSE, le comité social et économique. Si tu veux, chaque entreprise, à partir d'un certain nombre de salariés, ils ont l'obligation de mettre en place des représentants du personnel. Et pour les mettre en place, tu passes par une élection. Et cette élection, pour qu'elle se fasse dans des bonnes conditions, que les salariés puissent voter, etc., elle doit se faire en collaboration avec les syndicats. Donc nous, en tant que représentants des joueurs, on y va. Quand on y va, il y a aussi les représentants des entraîneurs, du NECATEF, et les représentants des administratifs, le staff. Donc on est amené à faire ça. Donc moi, je travaille avec un collègue sur ce pôle-là. Donc on est amené en fait à se déplacer dans toute la France pour mettre en place ces élections-là. Et ensuite, une fois que ces élections sont mises en place, nous, on doit proposer des candidats. Donc des candidats qui ont l'étiquette UNFP, donc en général nous on propose des joueurs et qui vont participer au CSE. C'est là où si tu veux tu peux négocier des accords collectifs au niveau de l'entreprise. D'accord. Donc nous ça il y a cette donc il y a ce pôle là qui est important pour nous parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Et l'autre pôle sur lequel moi j'interviens principalement, c'est le pôle contentieux. Donc si tu veux, c'est là où dès qu'un joueur rencontre une difficulté avec son club ou avec son agent, il fait appel à nous. Et là, nous, on l'aide, on l'accompagne juridiquement dans les procédures. Donc le pôle contentieux, on peut diviser. Tu as le pôle plutôt au niveau national. Donc c'est tous les joueurs qui ont des problèmes avec leur club, que ça soit Ligue 1, Ligue 2, National, N2, N3. Donc voilà, donc c'est ça. Donc en général, c'est souvent des problématiques de primes pas payées, salaires pas payés, des problématiques accidents de travail. On a beaucoup aussi des problématiques sur des mises à l'écart, des joueurs qui sont mis à l'écart, autant au niveau pro qu'au niveau plutôt amateur. Donc ça, voilà, c'est au niveau
France. Et aussi, on a le pôle le contentieux international qu'on a développé avec la FIFPro. Donc la FIFPro, c'est le syndicat international des joueurs, qui existe, si tu veux, comme nous, mais au niveau international, et qui regroupe tous les syndicats nationaux de différents pays, qui ont été, il y a quand même un cahier des charges à respecter, etc., mais qui ont été reconnus par la FIFPro. Et donc, au niveau du contentieux international, on aide beaucoup les joueurs qui sont soit passés en France, soit qui sont de nationalité française et qui évoluent à l'étranger et qui rencontrent des problèmes de salaire. On en a beaucoup, par exemple, en Roumanie, où les joueurs sont pas payés depuis plusieurs mois. Donc là, ils font appel à nous. Donc nous, on les aide après, on fait des procédures devant la FIFA, dans la chambre de résolution des litiges. Donc là, on les aide du début jusqu'à la fin à monter le dossier, à faire les procédures. C'est des procédures écrites, donc du coup, on peut les accompagner. Donc voilà, ça nous prend aussi quand même pas mal de temps. Donc c'est grosso modo les deux types de contentieux qu'on a au quotidien. Et juste avant que Juliano prenne le relais, vous êtes assez pour faire tout ça? Parce que je me dis, quand tu me parlais de l'équipe que vous avez, je me dis, c'est quand même conséquent. Mais pendant que tu parlais, je me dis, attends, 90% d'adhérents, ça fait combien de personnes tout ça à couvrir? Parce que ça, je veux dire, au final, vous êtes pas tant que ça pour autant de joueurs. Oui, alors après, heureusement, il n'y a pas 90% d'adhérents qui ont des problèmes. Donc oui. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça fait des semaines quand même bien remplies. On a de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'on essaye de se développer, que cette année, il y a des apprentis juristes qui sont venus pour essayer de se développer, parce qu'effectivement, on se développe aussi dans les compétences, etc., pour essayer d'accompagner au mieux les joueurs. Et effectivement, on a du travail, quoi. On s'ennuie pas. Alors pour le grand public, tout le monde a un peu du mal à comprendre comment les joueurs peuvent avoir des difficultés et qu'il y a un syndicat qui soit vraiment. Mais non, je pense que Juliano comme moi, on passe des grosses semaines. Il y a beaucoup de problématiques. L'idée, c'est d'être aussi le plus réactif possible pour pouvoir apporter une réponse rapidement. Donc on a une bonne charge de travail, quoi. Ouais. Vous chômez pas. Non. Et Giuliano, est-ce que tu voulais reprendre le relais? Ouais, juste te présenter rapidement les deux autres pôles sur lesquels on intervient. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle un pôle prévention, où là l'idée c'est de faire de la prévention auprès des joueurs sur une cible assez large. On a des différents modules d'intervention. Par exemple, on intervient auprès des jeunes qui sont en pôle espoir. Ou centre de préformation, donc avant d'intégrer un centre de formation, donc plutôt cible 13-15 ans. On a lancé ça il y a 2 ans, où l'idée c'est d'aller parler en fait aux jeunes en leur disant voilà, demain vous allez peut-être rentrer en centre de formation, quel type de contrat vous allez être amené à signer, le rôle aussi avec les agents, parce qu'on sait qu'ils sont de plus en plus tôt sollicités aussi. Et donc en fait ces temps d'échange ils se font aussi avec les parents, donc les parents sont conviés et ça permet de leur donner aussi quelques clés par rapport à un milieu dont ils n'ont pas forcément les codes. Et donc voilà, on intervient sur les risques du métier. Demain, si tu es en centre de formation, fais attention à l'utilisation de tes réseaux sociaux parce que tu vas devenir un salarié du club, donc ton comportement il va être scruté. Donc c'est de leur donner aussi quelques exemples concrets parce que Laura reviendra dessus, mais vu qu'on est membre des commissions qui sont chargées de traiter les litiges entre les salariés et les employeurs, donc club et joueurs, on voit passer malheureusement un certain nombre de cas où pour un mauvais like sur Instagram ou pour avoir porté un mauvais maillot alors que finalement t'es salarié d'un autre club et donc tu devrais pas porter cet autre maillot, tu peux mettre fin, en tout cas le club peut mettre fin à ton contrat. Donc l'idée c'est de les sensibiliser en leur disant voilà, c'est un milieu qui peut être un peu compliqué, donc ayez conscience de tout ça, vous êtes qu'au début de votre parcours, donc pensez pas que c'est acquis, etc. Donc ça, c'est cette cible-là, ce qu'on appelle passeport jeune. Après, on a une intervention passeport pro auprès des jeunes des centres de formation. Là, donc c'est des jeunes qui sont déjà intégrés dans les centres avec différents modules qui sont animés par différents collaborateurs de l'UNFP. Donc nous, on fait tout ce qui est contrat de travail et contrat d'agent, mais on a des collègues qui vont arriver sur la nutrition, sur média training, etc. pour aussi donner un maximum de billes en fait aux joueurs qui sont en centre de formation. Sur le milieu auquel ils vont être confrontés ou auquel ils sont déjà confrontés.
Et après, il y a les joueurs justement tout au long de la saison. Il y a des pics d'activité, par exemple en fin de saison. On sait que c'est la fin du contrat probablement. Enfin, au 30 juin, les contrats se terminent. Il y a un certain nombre de questions juridiques qui vont se poser. Par exemple, si j'ai pas utilisé tous mes congés pendant la saison, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc c'est de les alerter là-dessus pour qu'ils aient un maximum d'informations, qu'ils puissent se poser les bonnes questions et au cas échéant revenir vers nous, qu'on les accompagne dans les différentes démarches. Donc il y a tout ce travail de prévention. Et cette année aussi, on a eu l'opportunité de se déplacer avec nos collègues DR, donc ce que disait Laura, les délégués régionaux, qui organisaient avec les effectifs de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale ce qu'on appelle les rencontres UNFP, où en fait on organise un repas, on présente le syndicat, nous on intervient avec Laura sur 2-3 sujets juridiques. Donc là cette année, on a notamment intervenu sur tout ce qui est mise à l'écart pour leur dire voilà, il y a des textes qui vous protègent. Gardez-les en tête. Si demain vous avez une problématique, si vous êtes confronté à cette situation, nous on est là et on vous défend, on vous accompagne. Donc on a fait cette petite tournée là qui nous a pris un petit peu de temps mais qui était hyper enrichissante. Quand vous faites une tournée comme ça, ouais, vous passez dans tous les clubs? Alors, en fait, vu que c'est hors cadre du club, entre guillemets, tu vois, c'est un temps qu'on organise, que nos collègues organisent avec les joueurs. Parfois, il y a certains clubs, ça va être très difficile parce que les compétitions, peut-être on en parlera un peu après, mais il y a une telle exigence aujourd'hui avec un nombre de compétitions à jouer toujours plus important que avoir des temps libres pour s'organiser ce temps d'échange, c'est un peu plus compliqué, notamment pour les clubs de Ligue 1. Okay. On a réussi à en faire quelques-uns. Club de Ligue 1. Après, c'est effectivement plutôt là, on a réussi à avoir tous les joueurs de Ligue 2 et de National, donc c'était quand même plutôt intéressant. Mais donc il y a ça fait partie du pôle prévention que nous on appelle au sein de notre département juridique. Et après, il y a ce qu'on appelle le pôle contrat social et règlement, où là c'est entre guillemets le rôle du syndicat en tant que défenseur des intérêts des joueurs dans ce cadre collectif, c'est de faire évoluer les textes, proposer des modifications de textes au club ou à la ligue pour justement faire évoluer la réglementation dès lors que nous on considère en tant que représentant joueur que ça mériterait en tout cas d'être modifié, quoi. Donc ça c'est plutôt en soutien nous de notre direction qui est du coup le représentant politique, la direction. Donc venir en soutien à la direction pour leur apporter des billes juridiques pour que eux tiennent leur position après derrière dans les discussions avec les clubs, etc. Et vous, dans votre quotidien, quand est-ce que pour moi sur les 20 dernières fois où le téléphone a sonné, où vous avez été sollicité, c'est quoi les cas récurrents, les cas récurrents sur lesquels vous devez intervenir, sur lesquels vous êtes sollicité? Ça va être on se partage, Laura, du coup. Peut-être que ma question elle est mal formulée, mais non, c'est que il y a pas mal justement de. Moi, je vais plus partir sur les mises à l'écart à la rigueur, et toi, Laura, je sais pas sur les paiements de salaire ou les joueurs étrangers. Sur nous, il y a beaucoup de joueurs quand même, et ça fait partie des priorités politiques de l'UNFP. Qui sont exposés dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail à des atteintes. Ça veut dire que le contrat il est mal exécuté, il n'est pas exécuté correctement. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a la charte du football qui nous dit que tout joueur professionnel doit s'entraîner avec l'équipe première. Et le fait de le mettre à disposition d'une équipe réserve, c'est toléré, mais de manière temporaire. Et le temporaire, il est assez strict. C'est pas 2 semaines, 3 semaines avec l'équipe réserve. Après, on travaille 1 semaine avec l'équipe première, puis après 2-3 semaines avec l'équipe réserve. Non, c'est vraiment limité dans le temps. Donc, on a ce texte-là pour la charte du football. C'est que pour le footballeur professionnel ? Est-ce que le joueur sous contrat fédéral, il est sous ce couvert-là aussi ou... Tu poses la bonne question parce que justement, on a de plus en plus de joueurs qui nous appellent et il y a le texte, il y a le statut du joueur fédéral. C'est un peu comme la charte, mais pour les joueurs qui sont sous contrat fédéraux. Et on a un article qui est encore même plus strict que celui de la charte qui nous dit que tout joueur fédéraux doit s'entraîner avec l'équipe première. Et là, il n'y a pas de dérogation, etc. Donc, ça veut dire que tout joueur qui, par exemple, je suis en N2, j'ai un contrat fédéral, je dois m'entraîner avec l'équipe première. Ça on est de problème à beaucoup de gens, ça.
Voilà, et on est de plus en plus sollicité par des joueurs qui effectivement, en fait, nous, on se rendait pas trop compte au début, mais en fait, dans les divisions comme ça un peu plus inférieures, en N1, N2, N3, R1, euh, changement d'entraîneur, mais c'est le même système chez les Oui. pros, hein. Changement d'entraîneur, bon bah je suis relégué avec l'équipe réserve. Peut-être que mon salaire il est un peu trop important, bah je vais être mis avec l'équipe réserve pour me pousser peut-être à quitter le club. Que le contrat fédéral soit temps plein ou temps partiel? C'est la même chose. Joueur Mon sous Dieu. contrat fédéral égale équipe première du club. Et donc, si le joueur il est mis avec l'équipe réserve et que ça lui pose problème, c'est très simple. Il fait, et Laura explicitera un peu plus, mais c'est un peu notre quotidien, c'est-à-dire dans un premier temps, bah, obtenir un maximum d'informations sur les raisons de sa mise à l'écart, de demander au club de le réintégrer. Donc le joueur fait une démarche avec un courrier où il dit voilà, je constate en fait que moi j'ai ce texte qui me protège. Donc c'est l'article 14 du statut du joueur fédéral qui me dit qu'en tant que joueur fédéral, je dois m'entraîner avec l'équipe première. Je constate que finalement je suis convoqué avec l'équipe réserve toutes les semaines. Je vous demande de me réintégrer. Et si le club ne s'exécute pas, le joueur il peut solliciter la fédération, qui a une commission qui est chargée de traiter les litiges entre les joueurs et les clubs. Et à chaque fois, ça se passe de cette manière-là, c'est que la fédération, à travers sa commission, demande au club de réintégrer le joueur. Et on parle bien de, parce que j'anticipe deux, trois excités qui nous écoutent, qui se disent, ouais, mais moi, je joue avec la réserve. T'as bien dit s'entraîner. Oui. Voilà. Ouais. On te convoque pas le week-end et puis tu t'envoies un courrier à ton club parce que t'es pas sur le 11 de départ. C'est vraiment pour les entraînements. C'est la question des entraînements et point de vigilance, bah justement s'il y a des garçons et des filles qui nous écoutent là-dessus, c'est je suis convoqué pour un match avec l'équipe réserve. Le fait de ne pas me présenter, bah finalement ça pourrait être constitutif d'une faute qu'on pourrait me reprocher. Donc c'est là où il faut être quand même assez vigilant, c'est que pour l'entraînement on peut exiger d'être avec l'équipe première. Par contre sur la partie match, là-dessus il y a moins de prise, même si pour nous c'est contestable, parce que pour nous l'objet premier d'un contrat de travail, bah, c'est la participation aux compétitions. Donc forcément un joueur qui signe un contrat dans un club, à la base c'est pour jouer avec l'équipe première. Mais aujourd'hui c'est pas prévu dans le texte, donc où on peut en tout cas le sécuriser et le défendre, c'est sur la partie entraînement. Sur la partie entraînement. Et ça fait partie des gros enjeux sur lesquels on bataille, parce que si on parle alors plus maintenant côté professionnel, l'année dernière on a fait une enquête auprès des joueurs et sur les 700-800 joueurs de foot pro, il y en avait quand même quasiment entre 150 et 180 qui ne s'entraînent pas avec l'équipe première. Alors peut-être qu'il y a des jeunes qui sont avec leur premier contrat professionnel et qui ne veulent pas, parce qu'ils peut-être ils s'estiment pas suffisamment matures, etc. Mais en tant que tel, normalement, pareil, contrat professionnel égale équipe première du club. Ok. Et pour être sûr que potentiellement une personne qui écoute là et qui se dit je vais appeler l'UNFP. Déjà ça c'est pas un mauvais réflexe, mais une personne peut-être qui écoute et qui se dit je suis concerné par le cas dont tu parles. Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent faire que un club est dans son droit de t'entraîner en réserve, mis à part le fait par exemple là comme tu as dit de commettre une faute en refusant la convocation pour un match ce week-end? Pas réellement. En tout cas, dans le statut du joueur fédéral, non. Il n'est pas prévu où ils mettent sauf raison médicale ou raison disciplinaire. Donc raison disciplinaire, ça veut dire que j'engage une procédure disciplinaire contre toi parce que j'estime que ton comportement, mais c'est une procédure officielle. Ça veut dire que tu reçois un courrier, que tu vas être entendu, etc. C'est pas parce que moi je considère que tu as mal agi, mais j'engage rien, que je te mets comme sanction avec l'équipe réserve. C'est dans le cadre d'un process plus officiel. Et après, sauf raison médicale, bah, c'est là où la notion de temporaire rentre un petit peu en considération. C'est que peut-être tolérer le fait d'avoir une phase de réathlétisation, peut-être avec l'équipe réserve. Mais encore une fois, ça peut être discutable parce que si l'équipe réserve elle est pas staffée pour permettre une réathlétisation du joueur dans les meilleures conditions, bah finalement c'est le joueur qui est pénalisé à la fin. Oui, c'est clair. Et ça reste quand même des périodes de réathlétisation assez courtes.
ça peut pas durer 2 mois, par exemple. Oui, ok, d'accord. Et donc voilà, nous, en tant que syndicat, on a alerté les instances parce qu'en fait, il y a où ça va même plus loin sur cette question, donc ça touche les joueurs en tant que directement sur le terrain parce qu'ils sont pas avec l'équipe première, mais où ça touche aussi les joueurs au niveau juridique, c'est que on a eu la chance d'avoir 3-4 joueurs qui ont engagé des procédures à la fin de leur contrat pour dénoncer ces situations-là. Et dans certaines de ces procédures, en fait, le fait d'avoir été mis à l'écart pendant une durée indéterminée, sans raison valable, en fait, ça a été considéré comme étant du harcèlement moral. Et donc, harcèlement moral qui est condamné au niveau pénal, mais aussi en droit du travail. Il y a une infraction en droit du travail qui est le harcèlement moral, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le rapport de force, il s'est un petit peu aussi inversé, ou en tout cas, un club qui persisterait à mettre à l'écart un joueur, alors même que le joueur lui a dit, bah non, en fait, j'ai des droits et je veux juste qu'on me les respecte. Le club qui s'obstinerait, finalement, il se mettrait en faute et il pourrait voir sa responsabilité engagée. Et c'est là-dessus où nous, en tant que syndicat, on alerte aussi les instances en leur disant attention, c'est quand même constitutif de harcèlement. Donc ça veut dire que vous, instances, vous tolérez ça, alors que en fait, c'est une pratique qui porte atteinte à la dignité des joueurs. Oui. Et d'où le fait que ce soit un gros combat pour l'UNFP aujourd'hui. Ok. Et puis là, t'entends dire que c'est un gros combat pour l'UNFP. Je me dis aussi que ça, c'est. Je pense que je savais pas que c'était régi comme ça la mise à l'écart, mais c'est un cas que j'entends de partout. Là, je pense que y a une bonne partie de l'auditoire qui va se dire soit ça m'est arrivé à moi ou soit je vois 2-3 gars à côté de moi à qui c'est arrivé. Et puis ce qui est compliqué aussi dans ce cas-là, c'est que ça nuit aux chances de retrouver un club à la fin du contrat aussi. Ouais. Parce que exactement. si on t'envoie t'entraîner avec la réserve et si on enlève le niveau pro, mais par exemple en national N2, N3, sur un contrat fédéral, les réserves, souvent, elles sont en R1 pour les plus chanceux, mais souvent c'est de la R2, R3, donc tu te retrouves à faire des entraînements et des matchs en R2, R3 pour retrouver un club de N3 ou de N2 derrière. C'est quand même très compliqué. Et pareil pour des clubs de Ligue 2. On a des clubs de Ligue 2, leur réserve, elle est en R1. Et donc, ça veut dire que le joueur qui va jouer en R1 toute une saison, tu vois, nous, on a eu des joueurs qui nous ont appelés parce que c'était l'été, c'était la reprise. Le club ne comptait plus sur eux. Ils faisaient des taureaux à 4-5, tu vois, parce que l'équipe réserve n'avait pas repris. Enfin, tu vois, c'est pas des conditions de travail qui sont en fait justifiables. J'ai un contrat de travail, je demande juste à l'exécuter dans les meilleures des conditions, ce qui était prévu initialement et ce que me garantit, moi, ma convention collective, qui est la charte ou le statut du joueur. Ok. Et dernière question sur la mise à l'écart. Est-ce que le loft, c'est un cas aussi de mise à l'écart? C'est le plus connu, ouais. 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 Oui, vas-y, je t'en prie. J'allais juste demander, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on l'entend partout, le loft. Savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé? Dans quelles conditions? Pour quelles raisons? En fait, le loft, c'est rien d'autre que la mise à l'écart. Donc finalement, c'est pas toléré. Au niveau professionnel, il y a une tolérance entre le 1er juillet, qui est le début de la saison, et le 30 août, où les clubs ont un peu plus de marge de manœuvre pour préparer les effectifs, etc. Néanmoins, il y a quand même des garanties. Ça veut dire que ton équipe réserve, elle doit présenter un certain nombre de garanties pour justement sécuriser la situation du joueur. C'est-à-dire que les infrastructures doivent être correctes. Enfin, en gros, on dit similaire à l'équipe première. Le staff médical, pareil. Les vestiaires, pareil. Donc, il y a tout un ensemble de garanties quand même s'il y a une petite souplesse pendant cette période-là. Et après, du 1er septembre au 30 juin, non. Donc, ça veut dire que les clubs qui feraient des lofts, c'est contestable. Et nous, UNFP, peut-être que tu as suivi, en début d'année, justement, on a déposé plainte au pénal en tant que syndicat pour dénoncer ça. Donc, on a déposé plainte contre X, donc pas contre un club en particulier, mais contre une pratique, cette pratique des mises à l'écart, du loft, etc., en considérant que c'était en fait constitutif de harcèlement parce que en fait, c'est de mettre à l'écart un joueur soit pour le pousser à prolonger son contrat,
c'est arrivé cet été à certains joueurs, soit parce qu'en fait on veut se séparer du joueur, on compte plus sur lui. Et on a eu, c'est vrai que cet été ça a touché un joueur qui était un peu plus connu médiatiquement, donc on avait l'impression que l'UNFP se mobilisait enfin. Mais en fait, nous, notre quotidien au service juridique, c'est d'accompagner des joueurs qui sont en Ligue 2, N1, National 1, National 2, etc. Pour dénoncer cette situation-là. Et justement, ce dépôt de plainte, c'est pas pour répondre à une préoccupation d'un joueur en particulier, mais tous ces joueurs qui ont été un jour ou l'autre touchés par cette pratique, parce que finalement le club du jour au lendemain ne souhaitait plus ce joueur-là, alors que moi je suis joueur, j'ai un contrat de 2 ans, si je veux aller au bout de mon contrat, on va pas me pénaliser parce que je veux juste exécuter mon contrat. Et en fait, c'est là où nous, en tant que juristes et position du syndicat en tant que défenseur des salariés, c'est de dire en fait on veut juste remettre du droit là-dedans. C'est juste un contrat de travail qui demanderait à être exécuté, et donc fin entre guillemets de l'histoire. Il n'y a pas besoin de justifier qu'on mette un joueur sur le côté parce qu'on n'en veut plus. C'est pas justifiable en fait. Donc voilà, il y a une enquête qui a été ouverte, et donc maintenant on attend de voir comment ça va évoluer sur cette question-là. Ok, bon, on va suivre ça de près. Et du coup, de ton côté, Laura, la même question. Sur quel cas est-ce que tu interviens le plus? Et après, j'ai une question pour vous deux, mais je te laisse répondre en premier. On intervient, les mises à l'écart, j'en rencontre aussi. On a aussi beaucoup de problèmes de paiement de salaire. Alors des fois, c'est plus des primes, ou par exemple un joueur qui s'est blessé, et du coup doit être en accident de travail. Des fois, on sait pas pourquoi, le club a pas fait le suivi auprès de la CPM correctement, donc du coup le joueur des fois se retrouve pas du tout payé pendant une certaine période. On a pas mal de problèmes, accident de travail, salaire, prime. Au niveau des joueurs qui sont à l'étranger, c'est souvent des salaires qui ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Sauf que la FIFA prévoit dans ses règlements que quand un joueur n'est pas payé pendant 2 mois, il est en possibilité de mettre en demeure une dernière fois le club de le payer, sinon il pourra résilier son contrat. Donc ça, nous, on a pas mal de dossiers comme ça où on essaie de libérer en fait les joueurs de leur situation contractuelle parce qu'ils sont plus payés, qu'ils ne peuvent plus vivre en fait de leur travail, pour qu'ils puissent essayer de retrouver un emploi. À l'étranger, on a de plus en plus de joueurs qui nous sollicitent parce qu'ils sont aussi mis à l'écart. Alors là, c'est toujours plus compliqué parce qu'en France, il y a quand même la charte qui est très protectrice. Dans certains pays, il n'y a pas de convention collective, donc c'est le règlement, le RSTJ de la FIFA qui s'applique, mais qui est quand même différent de ce que nous on rencontre en France. Donc là, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la FIFPro pour essayer de trouver des solutions pour mettre fin à ces situations-là. C'est que ce règlement-là, il est plus souple, il est moins. En fait, le RSTJ ne parle pas clairement de la mise à l'écart. Enfin, en fait, c'est plus la jurisprudence de la Chambre de la FIFA qui a développé ça, mais il n'y a pas d'article spécifique sur ça. Il n'y a pas. Nous, par exemple, en France, on a vraiment un article, c'est l'article 507 qui définit comment un joueur doit s'entraîner, et ça le protège en fait des mises à l'écart. Ou dans le statut du joueur, au niveau de la FIFA, il n'y a pas ce genre d'article, c'est la jurisprudence qui a développé tout ça. Donc dans certains pays, moi j'ai déjà eu des joueurs qui étaient en Libye par exemple, où le club leur a dit du jour au lendemain, vous venez plus vous entraîner, on vous refuse l'accès à l'entraînement. Donc là c'est savoir comment les libérer, parce que en fait dans ces situations-là, les joueurs ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'ils doivent quand même se présenter, est-ce qu'ils doivent pas y aller? Et des fois le club essaie d'utiliser ça pour dire du coup le joueur vient plus depuis une semaine, donc du coup c'est une faute grave, alors finalement c'est le club qui de base a demandé à ce que le joueur vienne plus. Oui. Donc c'est d'aider vraiment les joueurs à les protéger, pour leur expliquer de pas se mettre en faute, et qu'à la fin on arrive à démontrer qu'en fait c'est le club qui respecte pas ses obligations à l'égard du joueur, quoi. Dans tous ces cas-là, est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que des fois il y a des erreurs commises par les joueurs qui vous limitent votre champ d'action? Quand je parle d'erreurs, je veux dire au sens large, un truc tout bête comme il y a des primes qui sont prévues. J'arrive dans un club, on me dit je sais pas moi, il y a telle prime pour telle performance, mais j'ai pas de papier qui atteste de ça. On me l'a dit, on s'est entendu, mais quand vient le moment de réclamer mes primes, on va me demander ok, il est où le contrat avec ces primes là écrites, et je vais te dire en fait c'est le directeur sportif qui m'a dit, mais j'ai rien pour te prouver ça. Ce type d'erreur là aussi, c'est pour ça que voilà.
C'est tout l'enjeu en fait, et c'est pour ça qu'on dit aux joueurs, nous quand on les rencontre, en fait c'est vous qui êtes sur le terrain, soyez acteurs, lisez les documents, soyez conscients de tout ça, intéressez-vous, c'est pas votre domaine, mais par contre il y a des choses, il n'y a pas besoin d'être juriste pour s'en rendre compte. Typiquement, comme tu disais en fait, cette situation-là qui arrive quand même assez fréquemment, malheureusement. Soit on a la possibilité de s'appuyer sur d'autres joueurs qui ont perçu ces mêmes sommes, etc. Et on pourrait considérer qu'il y avait eu un engagement de la part du club parce que les autres aussi l'ont touché. Mais si on n'a pas de preuves, et c'est tout le travail au quotidien, c'est de maximiser nos chances de succès avec un certain nombre de preuves. Donc comme tu disais par exemple, c'est sûr que si on a un écrit qui nous dit que chaque victoire il y a 50 € de prime, ça sera beaucoup plus simple que s'il n'y a pas d'écrit et si surtout ça n'a jamais été exécuté. Si on a vu que par exemple sur le mois de juillet, août, septembre, octobre, quand tout se passait bien, ils percevaient des primes même si elles n'étaient pas écrites. Peut-être qu'on pourra réussir à démontrer que c'est parce que la situation sportive s'est dégradée que le club a arrêté de lui payer ces primes-là. Mais oui, c'est pas forcément des erreurs, mais parfois c'est peut-être plus un peu de désintérêt de leur part sur ces situations-là. Et après aussi d'être assez réactif. Pourquoi on te dit ça? C'est qu'il y a des délais aussi qui existent en droit du travail. Et donc, en fait, il faut agir dans les délais, et souvent c'est 2-3 ans. Donc c'est vrai qu'une fois ces délais passés, même si par exemple le club ne va pas payer une prime et que pendant 4 ans j'ai rien dit, après on peut plus aller devant les tribunaux parce que ça va être le délai va être écoulé, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est juste garder ces réflexes où les garçons et les filles doivent être assez réactifs dès qu'ils constatent finalement une situation où il y a quelque chose qui pourrait être anormal. Un des conseils qu'on peut donner, c'est vraiment tout ce qui est prévu avec le club, il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit sur un document que vous avez signé et que le club a signé. Déjà, s'il y a ça, ça évite déjà les problématiques de j'avais signé un document mais j'ai jamais eu la copie et je sais pas où il est et du coup mes primes étaient prévues dessus. Donc c'est vraiment le plus important, c'est que le jour où vous signez votre contrat, il faut que vous ayez une copie signée de l'employeur avec tout ce que vous avez convenu écrit dedans. Ok. Et pour en revenir aussi à ce que disait Laura, sur notamment les mises à l'écart, où on essaye d'attirer l'attention des garçons et des filles, c'est voilà, la situation, on sait qu'elle est compliquée à vivre. Vous êtes mis à l'écart, c'est injuste, ils respectent pas le droit, etc. Par contre, vous, ne leur donnez pas les billes qui leur permettraient de vous sanctionner. Parce que en fait, c'est là où parfois c'est compliqué, c'est que on ne veut pas tolérer cette situation et donc on veut s'opposer à ça. Mais on va peut-être utiliser les mauvaises armes. Et donc, effectivement, un problème de comportement, etc., qui vont donner l'opportunité au club de constater, ah ouais, mais là, tu as eu un problème de comportement, donc je peux engager une procédure contre toi. D'accord. Alors qu'à la base, finalement, c'est lui qui est victime dans cette histoire. Et donc, alors après, le temps judiciaire, le temps des procédures, c'est toujours un peu plus long. Mais à la fin, dans tous les cas, il aura gain de cause. Toutes les procédures qu'on a pu faire, que ce soit au niveau professionnel avec la charte ou le fédéral avec le statut du joueur fédéral, quand il y a des mises à l'écart, à chaque fois il y a réintégration de demander, et si le club ne veut pas, il peut être sanctionné. Donc c'est pour ça qu'il faut rester. C'est pas des périodes faciles, mais voilà, il faut essayer de s'exposer le moins possible vis-à-vis de son club. Et pour compléter du coup ce que disait Giuliano sur les mises à l'écart, ce qu'on essaye de développer de plus en plus, c'est d'accompagner aussi les joueurs et les joueuses sur le plan psychologique. Parce que quand t'es mis à l'écart, c'est des situations qui sont très dures à vivre parce que au-delà de t'entraîner avec l'équipe réserve, des fois t'as plus accès au vestiaire, des fois t'existes plus sur le site internet du club, t'as vraiment l'impression que t'es rayé du club, en fait, que t'existes plus, que t'es plus personne. Et ça, c'est des situations qui sont dures à vivre et qui touchent. Et ça, il y a une enquête de la FIFPro qui a été faite au niveau international pour savoir à peu près les joueurs en activité, combien souffraient de problèmes de santé, et le résultat, c'est quand même 37%. Donc, alors il n'y avait pas que cette situation-là, il y avait d'autres cas comme le décès d'un proche, des mauvaises relations familiales, enfin des choses comme ça. Mais ça peut être quelque chose qui peut toucher. Nous, on a rencontré des joueurs qu'on a accompagnés qui étaient mis à l'écart, qu'on leur a proposé le service et ils ont fait appel. En fait, c'est dans la tête, c'est une psychologue qui est à disposition sur un créneau horaire. Le joueur peut appeler de manière totalement anonyme. Et du coup, voilà, il peut se confier. Elle essaye de le mettre en relation ensuite avec une psychologue qui est un peu plus près de chez lui pour qu'il puisse avoir des séances
en physique, mais vraiment l'idée c'est d'être accompagné parce qu'il y a des joueurs qui se sentent vraiment isolés parce que le fait aussi de s'entraîner avec l'équipe réserve, il y a plus de contact avec les joueurs pro. C'est souvent des horaires qui sont pas les mêmes, donc du coup ils les croisent plus. Moi je me rappelle d'un cas qu'on avait eu il y a 3 ans. Le joueur lui il était même pas avec l'équipe réserve, il était solo toute la semaine, il s'entraînait qu'avec le préparateur physique. Donc il voyait personne. Il voyait aucun joueur professionnel, et en plus il habitait pas sur place, il habitait un peu à côté. Donc vraiment, il passait ses semaines tout seul, avec la pression du club qui lui disait mais écoute, faut que tu partes, nous on veut que tu résilies. Et c'est des situations qui sont difficiles à vivre, donc on développe cet aspect-là pour essayer de les accompagner au mieux parce que c'est des périodes très compliquées à vivre humainement, quoi. Et juste pour rebondir là-dessus également, parce que c'est quand même notre sujet phare, donc on a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pourquoi on dit aux garçons de s'engager aussi, parce que pour reprendre l'exemple de Laura, ce joueur-là, il a fait, donc c'était un club de Ligue 1, très bon joueur, il voulait pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du club, donc au final, il a entre guillemets accepté, malgré lui, cette situation de s'entraîner tout seul. Derrière, tu arrives en fin de contrat, tu n'as pas pu te montrer de toute la saison ni avec l'équipe première ni avec la réserve. Bon courage pour rebondir. Et malheureusement pour lui, il n'a pas rebondi, ou il a rebondi dans un club beaucoup moins exposé. Et surtout, il s'est pété au bout de 2 mois parce que finalement, en fait, pendant 1 an, il n'avait pas fait de séance en groupe, il était loin des terrains. Et derrière, en fait, maintenant, sa carrière... malheureusement, c'est en chute libre en fait. Donc c'est pour ça qu'on dit aux garçons et aux filles, attention, ne tolérez pas ça parce que derrière, la durée moyenne d'une carrière de footballeur, c'est 6 ans et demi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu laisses passer 1 an, c'est énorme sur cette durée moyenne. C'est un 6e de ta vie qui est parti dans Exactement. Et en combien de temps on peut espérer régler un litige comme ça de mise à l'écart? Parce que je me dis que je suis mise à l'écart aujourd'hui. On est le 7 mai. Je suis mise à l'écart le 7 mai. Je reçois un message, tu peux plus t'entraîner avec la première équipe. Donc moi, je vais m'entraîner avec la réserve. Et puis là, je suis tombé sur un super épisode de podcast d'Au cœur du jeu où j'ai appris que je pouvais que mon club avait pas le droit de faire ça. J'appelle l'UNFP, on engage des démarches qui vont dans le sens de régler ce litige-là. Moi, au final, je continue à m'entraîner avec la réserve pendant ce temps-là, parce que mon club me laisse pas m'entraîner avec l'équipe première. Vous avez dit que il faut pas accepter cette situation-là, donc essayer d'agir, être le plus proactif possible. Mais du coup, combien de temps la démarche prend pour régler le litige? Parce que je me dis que si ça prend 6 mois, c'est 6 mois aussi que je récupérerai jamais. Et la deuxième question qui va avec, après je vous laisse répondre, qu'est-ce qui arrive à la résolution de ce litige, surtout si j'ai gain de cause? Parce que si, encore une fois, je dis ça prend 6 mois et qu'on me réintègre, c'est gentil de m'avoir réintégré, mais les 6 derniers mois, je les récupérerai pas, quoi. Donc combien de temps on met à régler le litige et puis qu'est-ce qui arrive en cas de gain de cause? Moi, je vais répondre sur la première question du coup au niveau du temps de la procédure. Pour les joueurs professionnels, il existe en fait au sein de la ligue une commission juridique qui est composée donc de membres indépendants qui sont en général des professeurs de droit, des magistrats, des avocats. Il y a des représentants joueurs, donc nous on y siège. Il y a des représentants aussi clubs. Et en fait, quand nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait sur les dernières années, c'est dès qu'un joueur est mis à l'écart, on fait saisir cette commission-là. Cette commission, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle se réunit tous les 15 jours. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un conseil des prud'hommes. Et du coup, en fait, donc tous les 15 jours, elle se réunit, elle a des dossiers à l'ordre du jour. Donc, l'idée, c'est que quand le joueur saisit la commission, en général, la jurisprudence actuelle, c'est que dans la prochaine réunion, ils sont convoqués à une audition, donc le club et le joueur, où chacun défend sa position. Ensuite, la commission juridique tranche. Elle rend sa décision et elle laisse en général 48 heures ou des fois même carrément des fois c'est immédiatement de demander la réintégration du joueur. Si le club ne le fait pas, il s'expose à des sanctions de la part de la ligue qui peuvent être des sanctions financières. Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu. Donc c'est quand même assez rapide. Ça dure 1 mois voire 1 mois et demi. Après sur une
sur une saison de 12 mois, ça reste quand même lent parce que sur 12 mois, voilà, c'est 1 mois et demi, c'est quand même beaucoup. En fonction de quand c'est, par exemple, si ça se passe au mois de avril, la réintégration, elle est annoncée par exemple que début mai, il reste que 2 semaines de compétition, donc c'est compliqué. Donc nous, on aimerait que ça aille plus vite, mais en tout cas aujourd'hui, c'est le système qui est en place et qu'on utilise. Ok. Ouais, avec ce délai-là, en plus le fait de conseiller d'être le plus réactif possible, ça prend tout son sens, parce que si on laisse passer 2 semaines avant d'engager la procédure, on passe de 1 mois et demi à 2 mois, et puis c'est clair que ça va vite sur une saison. Oui, continue. Excuse-moi. Ouais, non, c'est ça la difficulté, parce que nous, on a conscience que sur une saison, en fait, un mois, voire 1 mois et demi, c'est trop long. Donc, on aimerait que ça soit plus rapide, mais pour l'instant, c'est compliqué d'arriver à ce que les choses soient faites plus dans l'urgence, quoi. Ok. Et sur la deuxième partie de la question de Giuliano? Écoute, après, ça dépend en fait plutôt de ce que souhaite faire le joueur. Imaginons qu'il a été mis à l'écart pendant 6 mois. À la fin de son contrat, il peut très bien engager une procédure en estimant que le club a mal exécuté son contrat. Donc là, c'est plutôt une procédure prud'homale. Donc ça demande du temps, c'est un peu d'argent aussi. Mais comme je te disais, vu que on a eu des décisions ces dernières années qui reconnaissent les mises à l'écart prolongées sans qu'elles ne soient justifiées comme étant du harcèlement moral, c'est un préjudice qui est indemnisé par la justice. Donc ça veut dire que potentiellement le joueur pourrait être indemnisé pour ça. Donc c'est une option aussi qui reste envisageable, et ça on en discute après au cas par cas avec les joueurs concernés sur est-ce qu'ils souhaitent ou non entre guillemets aller plus loin ou pas. Je sais que sur un des joueurs qu'on avait accompagné, le club ne souhaitait plus du joueur, donc alors qu'il lui restait un an et demi de contrat. Donc il commence à le mettre à l'écart. Il fait la démarche auprès de la commission juridique qui lui dit effectivement en fait il y a une situation de mise à l'écart, donc on va demander au club de le réintégrer. Et là le club s'obstine à ne pas vouloir le réintégrer. Okay. Et donc là, il faut utiliser aussi des outils qui sont pas forcément du droit du sport. Donc ça veut dire que on a saisi l'inspection du travail pour faire constater les manquements de la part du club. Donc parfois ça va un petit peu loin. C'est vrai que les joueurs ils sont pas toujours entre guillemets formés à ça. C'est pas quelque chose que tu envisages au moment où tu débutes ta carrière de te dire je vais aller jusqu'à saisir l'inspection du travail. Et là c'est là où nous on vient aussi en tant que syndicat, on se substitue un peu aux joueurs. L'idée c'est de nous l'accompagner et presque prendre sa place dans ces types de procédures pour qu'il soit le moins exposé possible lui. Et finalement, à travers ça, derrière, le joueur a été réintégré et comme je te disais, en fait, c'est un club où la réserve elle évolue très bas, donc il avait aucun intérêt en fait à s'entraîner avec cette équipe-là. Il allait faire 3 entraînements par semaine au lieu d'un programme avec des entraînements le matin, l'après-midi, etc. Donc il se disait, moi, si je pense entre guillemets à moi et ma carrière, même si je me mets à dos le club, je sais qu'il me reste 1 an de contrat, etc. Je préfère évoluer dans des conditions qui me permettent de m'entraîner avec des conditions qui sont bonnes, plutôt que de devoir être contraint d'aller avec une équipe qui évolue à un niveau moindre, quoi. Donc après voilà, nous c'est vraiment du cas par cas avec les joueurs. On leur dit voilà quelle opportunité tu as devant les commissions sportives, en allant plus loin devant les juridictions plus classiques, prud'hommes, etc. Et après toi en tant que joueur, tu fais ton choix par rapport à toute cette gamme de sujets, sachant qu'on a eu aussi Anatole Ndiamoukol qui lui a été même devant qui a choisi la voie pénale contre un dirigeant de son ancien club, avec une décision en appel sur intérêt civil qui avait reconnu l'existence de harcèlement. Donc ça permet de faire bouger les choses. Heureusement qu'on a des joueurs comme ça qui s'engagent, qui veulent tenter des choses pour dénoncer et dire en fait c'est pas normal. Encore une fois, en fait, on reste des salariés, on a des droits, et nous ce qu'on revendique c'est simplement que ces droits soient appliqués. Ok. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, c'est juste vraiment d'accompagner le joueur, parce qu'il y a des joueurs, des fois, qui nous appellent et qui veulent juste connaître leurs droits, en fait, par rapport au fait qu'ils soient mis à l'écart. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Mais qui veulent pas aller plus loin, et nous, on respecte ça. L'idée, vraiment, c'est, si le joueur est prêt à faire les démarches, nous, on l'accompagne. S'il a pas envie, c'est son choix, en fait. Nous, on force personne. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le joueur dans ce qu'il veut faire,
et jusqu'à où il veut aller, quoi. Ok. Et une fois que le joueur s'engage dans des démarches qui sont coûteuses, c'est assez frais, ou s'il est adhérent de l'UNFP, l'UNFP le couvre. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, devant les instances sportives, donc typiquement commission juridique, etc., quand ils sont adhérents, ils ont la possibilité d'être accompagnés par un avocat dont justement les frais sont pris en charge par l'UNFP dans le cadre de cet accompagnement. Après, si ça prend une dimension plus contentieuse avec une saisine de prud'homme, là, c'est plutôt à la charge du joueur. Mais le premier réflexe à avoir aussi, parce que dans le point de départ, quand il y a justement cette question d'engager un prud'homme, par exemple, c'est que parfois les joueurs ont une assurance habitation ou avec leur carte bleue, des assurances protection juridique qui viennent prendre en charge une partie des frais. Donc après, ça peut même être souscrit. Hein. Nous, on a un joueur là qui l'a souscrit parce que il sait que dans le cadre de son activité, il peut y avoir une situation conflictuelle qui apparaît. Et donc, il se dit, bah voilà, si j'ai besoin d'être accompagné d'un avocat, je sais qu'il y aura une prise en charge de mes frais d'avocat avec cette protection juridique et cette assurance. Donc, c'est cette petite nuance où devant les instances sportives, on accompagne les joueurs c'est à notre charge. Et après, si ça prend une dimension plus contentieuse, c'est plus aux joueurs d'engager les frais. Ok. Il reste, il reste 4 minutes. J'avais 2 questions. Vous me dites si vous avez le temps d'y répondre. La première, celle-là, elle est plus rapide, c'est où contacter l'UNFP? Qui contacter? Est-ce que c'est un numéro de téléphone? Est-ce que c'est mieux par mail? Comment le faire? Et j'avais une autre question pour vous deux qui était, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement peut-être les cas les plus compliqués, le cas le plus compliqué auquel vous avez été confronté dans votre travail depuis que vous êtes à l'UNFP? Mais voilà, je sais pas si on a le temps de le faire. C'est vous qui me dites. Peut-être répondre à la première question et puis après on voit si vous avez le temps de répondre à la deuxième. Bah, pour nous contacter, c'est très simple. Il y a un numéro. Si tu veux, je peux le donner. C'est le 01 40 39 91 07. C'est le numéro du standard de l'UNFP. Donc après, voilà, il suffit de demander quelqu'un du service juridique et on répondra aux questions. Mais voilà, le plus simple, c'est de passer par le standard. Sinon, après, c'est par voilà les délégués régionaux qui des fois passent dans les clubs, qui peuvent directement nous mettre en relation avec nous. Mais voilà, le plus simple, ça reste le standard. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra, qui prendra le message et qui nous fera passer, quoi. Ok. Et John, rapidement, parce que par rapport à... Et après, Laura, si tu veux, tu concluras sur présentation d'un dossier. Pour terminer, parce qu'on a beaucoup parlé juridique, mais juste aussi présenter 2-3 actions que l'UNFP organise. En plus, c'est des questions que j'avais en plus. Juste, on a un service aussi ESR, Europe Sport Reconversion, qui accompagne les joueurs dans leur reconversion. Alors à l'époque, c'était plutôt leur reconversion. Aujourd'hui, c'est même accompagner les joueurs dans leur formation en tant que joueurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, lors d'une blessure ou même parce qu'ils ont un peu de temps libre à côté, souhaitent se former et anticiper ce que sera l'après-carrière et cette nouvelle vie qui les attend. Donc on a ce service-là avec pareil une structuration avec des hommes de terrain qui sont présents. Ils sont 5 à se partager la France et à être en lien direct avec les joueurs et les joueuses, parce qu'on a aussi Sophie qui a rejoint l'UNFP pour le public des joueuses, pour les accompagner dans cet objectif un peu de formation. Sachant qu'on a la chance aujourd'hui peut-être d'être dans une génération où avec tout ce qui est dématérialisé, on peut suivre quand même des cours en ligne, etc., qui permettent d'accéder aussi à un niveau de formation qui permet de rebondir. Donc c'est quelque chose que l'UNFP développe au quotidien. Également sur le stage UNFP qui est organisé chaque année. En fait, depuis 1990, il y a un stage qui est organisé pour les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Donc plutôt cible club pro Ligue 1, Ligue 2 nationale ou joueurs qui arrivent de l'étranger pour leur permettre de s'entraîner dans des conditions en fait dignes d'un club pro. Nous, on a l'opportunité d'aller passer une journée avec eux et les terrains sont incroyables. Enfin, j'ai reçu des joueurs d'ailleurs dans le podcast qui ont fait les stages. Anthony Scaramozzino, il a fait le stage avant qu'il aille à Laval et puis il en a fait une bonne pub. Donc voilà. Les gens ils savent de quoi tu parles.
Ok, donc voilà, gardez à l'esprit qu'il y a ça, ça fait partie aussi de l'activité de l'UNFP. Il y a un service Player for Society avec des actions sociétales qui sont organisées par les joueurs dans chaque club. Par exemple, des joueurs qui veulent se mobiliser pour, je sais pas, offrir des cadeaux à Noël à des enfants qui sont hospitalisés. Mhm. Donc pareil, on a un service qui accompagne les joueurs pour organiser en fait ce type d'action. Donc voilà un peu les différents pans et là bah, tu y assisteras peut-être lundi au trophée UNFP qui viennent en Ouais. fait récompenser les différents joueurs par rapport à leur performance tout au long de l'année. Donc tu vois, ça, en fait on vise assez large. On a beaucoup parlé de juridique aujourd'hui, mais on Oui. essaye d'avoir beaucoup de domaines pour justement être au plus près des joueurs et les accompagner du mieux possible. Ok. Non, et puis je pense que tout ça, c'est disponible sur le site. Moi, je me suis renseigné, donc ces axes-là, je les connaissais, mais c'est bien que tu le mentionnes avant qu'on se quitte. J'avais juste l'axe sur l'axe reconversion. Tu en as parlé. Est-ce que, juste pour les gens, moi, c'est un cheval de bataille sur lequel je mets l'accent beaucoup dans mon podcast parce que c'est la chose à laquelle tous les footballeurs vont être confrontés. Ça va pas, on va pas pouvoir taper dans le ballon toute notre vie. Est-ce que dans cette démarche-là, le joueur vient avec une idée de son projet de reconversion et puis l'UNFP essaie de l'accompagner là-dedans, ou il y a aussi la possibilité d'arriver et de dire je ne sais pas du tout ce que je vais faire après le foot, et puis là il y a quelqu'un en face qui a peut-être les outils qui vont m'aider dans ma réflexion à m'orienter d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est ça le gros problème, je pense, avec auxquels les joueurs font face, c'est que la plupart des gars à qui je pose la question, ils me disent je sais que je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Bah, il y a toute une équipe du coup à ESR. Ils sont 6 maintenant, si je me trompe pas. Et ils peuvent, si tu veux, en gros, si tu ne sais pas quoi faire mais que tu penses à ton avenir, tu les contactes et en général, ils te font passer un bilan de compétences, ce qui te permet de Parfait. t'aiguiller un petit peu sur ce que tu voudrais faire après, quoi. Ah, super. Ok. Ok. Bon, bah, parfait. Par curiosité, on a beaucoup parlé de mise à l'écart et de salaire ou Ouais. prime non payée. Donc, peut-être savoir s'il y a un cas qui a été particulièrement, compliqué parce qu'on a parlé, par exemple, de mise à l'écart où ça s'est résolvé. Ouais. Je sais pas comment on dit, mais Oui, où ça oui, ouais. s'est conclu rapidement. Est-ce qu'il y a peut-être des cas où bah, il y a eu mise à l'écart, mais ça a été beaucoup plus compliqué euh, régler le litige, ou par exemple sur un salaire impayé ou prime impayé, où vous avez dû batailler longtemps, où ça a été compliqué d'avoir gain de cause, ou même où vous n'avez pas réussi à avoir gain de cause pour X raisons. Bah là, par exemple, j'ai un exemple. Je te le dis, si ça te va pas, tu me dis, j'essaierai de t'en trouver un autre. Ok, J'avais eu un joueur qui était à l'étranger, c'était à Chypre. Et en fait, il s'était blessé, il était revenu en France, il avait eu beaucoup de frais médicaux, et cetera. Enfin, il avait dû payer des sommes, je crois que c'était fait les ligaments croisés. Enfin, il y avait eu des grosses sommes, voilà, pour qu'il puisse se réathlétiser, des soins, et cetera. Donc ça, il avait des frais médicaux qui étaient assez onéreux. Et lui considérait que c'était son club chypriote qui devait régler frais. Donc on d'accord, avait fait les démarches devant la FIFA, et cetera. Donc on avait monté tout un dossier avec toutes les factures, et cetera. Je me rappelle, il y avait 97 factures. Enfin, c'était énorme les sommes qu'il ok, y avait en jeu. On avait monté tout un dossier, et cetera. Et en fait, donc on fait le dossier devant la FIFA, le club répond, enfin ils apportent cette observation, eux disaient que non, ce n'était pas à eux de payer parce que le club en fait n'avait pas d'écrit comme quoi le club l'avait autorisé à quitter le territoire chypriote. ok, Et donc lui, il disait si si, mais moi j'en suis sûr. Et en fait, tout s'était fait par téléphone. Donc on avait essayé de démontrer parce le président lui envoyait quand même des messages pour savoir comment se passait sa convalescence, etc. Donc on avait essayé de démontrer qu'ils étaient au courant et qu'ils avaient accepté, mhm, etc. Et à la fin, la FIFA nous avait pas suivis, considérant que non, en fait, que ce n'était pas assez clair et que à partir du moment où le joueur était rentré, il n'avait pas décidé de suivre les soins à Chypre, et c'était à sa charge, et que du coup ça rentrait pas dans le contrat, quoi. Et donc du coup, on ok, n'avait rien pu faire malheureusement, parce que du coup, le contrat a été fait d'une façon aussi où ça disait bien que le joueur devait d'abord se soigner à Chypre et que c'était sur avis, enfin en tout cas sur accord du président, qu'il aurait pu partir et que les soins soient pris à la charge par le club. Et en fait, je pense que dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Le club lui avait dit oui, oui, t'inquiète pas, on prendra en charge, etc. Mais on n'avait aucun écrit. Tout s'était fait par hmm, téléphone.
Et du coup, on n'a pas pu obtenir le remboursement des frais médicaux qui étaient des sommes assez élevées pour lui. Enfin, je me rappelle, c'était plus que ses salaires, quoi. Ouais, Et là, ouais, le dossier avait pris du temps. On avait essayé de rajouter le maximum d'éléments, etc. Et ça avait été un peu une déception parce qu'on savait dans le fond que c'était pas ce qui avait été convenu en fait, qui s'était fait avoir, mais qu'on n'avait pas assez d'éléments en fait pour pouvoir obtenir gain de cause. Et ça, ouais, ça avait été un peu une déception, enfin en tout cas pour lui, pour le joueur, pour nous, parce que quand tu es ouais, persuadé que le joueur a raison et qu'il s'est fait avoir et que tu veux vraiment le défendre, bah tu as beau essayer de montrer tout ce que tu peux, si tu as pas les éléments écrits, malheureusement des fois ça suffit pas. Et surtout devant voilà la FIFA ou même devant les prud'hommes, c'est vrai que des fois tout se joue sur les preuves. Et c'est pour ça qu'on essaye de dire aux joueurs, c'est vraiment gardez tout. Dès que vous avez des accords avec les clubs, ayez des écrits. Ne vous contentez pas de juste d'avoir un appel téléphonique. Essayez d'avoir le maximum d'écrits sur ce qui a été convenu, parce que si un jour ça tourne mal, vous serez content d'avoir ces écrits-là pour c'est faire clair. valoir vos droits. Malheureusement, une conversation téléphonique aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. Vous pourrez dire oui, on s'était mis d'accord, mais le club dira non, c'est pas vrai, et on pourra jamais trancher finalement en votre faveur, quoi. Hmm. Ok. Non, ça répond. C'était Donc un voilà. exemple, un très bon exemple. Et juste dernière question avant que je te laisse partir. Ouais, Le cas sur lequel on s'est rencontrés, mon cas personnel. ouais, Euh, Parce qu'on a parlé tout à l'heure des joueurs qui sont sous le couvert de l'UNFP, donc joueurs professionnels, contrats fédéraux, et les joueurs qui ont un contrat de travail, même au niveau amateur, qui peuvent être adhérents. ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent des joueurs qui, comme moi, sont pas adhérents et qui aient eu le contact? Je me rappelle même pas qui est-ce qui m'a donné ton numéro, mais quelqu'un m'avait donné ton numéro, je t'ai appelé et puis au final, tu m'as aidé à résoudre ma situation l'été passé. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites souvent ou je suis juste tombé sur la bonne journée où tu avais du temps à m'accorder et Non, puis t'as pu la m'aider? consigne qu'on a, c'est d'aider les joueurs qui sont adhérents principalement, parce que sinon après nous, c'est compliqué, sinon on s'en Ouais, sort pas. Mais après, tu vois, dans ton cas, je me rappelle, c'était plus répondre à des questions, tu vois, des ouais. problématiques que tu pouvais rencontrer. On n'avait pas engagé de démarche écrite. Mhm. Et dans ce cadre-là, pour l'instant, ça peut rester sur juste du conseil téléphonique. Après, Ok, voilà, nous, on souhaite que les joueurs soient adhérents parce que ça permet aussi à l'UNFP de montrer que plus tu as d'adhérents, plus les instances t'écoutent, plus les clubs c'est t'écoutent. clair. Donc, c'est important de montrer la force de l'UNFP par les joueurs. Mais voilà, après, si c'est juste quelques questions sur la situation contractuelle, etc., là, en général, on peut répondre au téléphone. Après, nous, à partir du moment où on va engager une démarche écrite, là, on demande à ce que le joueur soit adhérent. Ok, parfait. Ok. Non, et puis même Donc, la question de l'adhérence, je ne me l'étais pas posée, mais je sais tout que, dépend en fait la demande. Il y a beaucoup d'agents qui nous contactent, tu vois, pour savoir vendre des questions réglementaires. Donc là, on répond hmm, parce que on sait que ça va aider le joueur à la fin, donc on répond. Mais nous, il y a beaucoup de questions qu'on a où c'est juste voilà savoir est-ce que par exemple, je pense que tu avais eu le cas, est-ce que je peux signer fédéral, est-ce que je peux signer amateur, est-ce que je peux être au classe amateur, tu vois, on a beaucoup de questions comme ça où ok, là on répond voilà. Mais à partir du moment où on doit mettre en place un dossier, qu'on doit mettre en place, tu vois, une étude avec un avocat, etc., qu'on doit aller sur une démarche écrite parce qu'il y a un risque de contentieux, là, on demande, voilà, aux joueurs d'adhérer, qui permet pour nous de, voilà, on doit prioriser en tout cas les adhérents. ok. Non, ça se tient. Et puis, comme je disais, souvent comme en tant que joueur, on se sent livré à soi-même. Moi, je sais que ça m'avait été d'une grande aide, comme je t'ai dit, l'été passé. Et, euh, et comme il y a quand même cette solidarité entre joueurs et je pense qu'un bon moyen de témoigner cette solidarité-là, c'est d'adhérer à l'UNFP. Là, je sais que je vais encourager les gens à le faire, les gens qui sont sous ce couvert-là. Mais je sais que l'été prochain, dès que mon nouveau contrat est signé, je vais être un nouvel adhérent à l'UNFP parce qu'on sait jamais. Et puis de toute façon, soit ça peut m'aider moi, ça peut aider quelqu'un d'autre aussi parce que voilà, on est tous, en tant que joueur, on est un peu tous dans la même galère. C'est ça, et puis Ouais, nous, comme le disait Juliano, on n'a pas d'intérêt en fait, dans les différends que vous pouvez rencontrer avec le club. On n'a pas de commission, on n'a rien. Nous, notre objectif, on est neutre en fait dans l'histoire, on gagnera ouais, pas d'argent, donc l'idée, c'est vraiment de vous aider au mieux, de vous accompagner au mieux. On fait le maximum pour être le plus réactif et que tout le monde puisse avoir sa réponse, etc.
Mais l'idée vraiment, c'est d'accompagner les joueurs dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer tout au long de leur carrière. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi, Giuliano ou Laura, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'UNFP que je vous ai mis dans la description. Il y a plein d'informations et de ressources utiles. En attendant le prochain épisode, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions plus ou moins quotidiennes, sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.